Donc pour régler ces conditions de départ, les voisins commencent-ils donc à se préparer à toute éventualité? Les gens s'étaient déjà préparés à toute éventualité à deux niveaux. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que dans le discours, c'est le côté politique qui l'emporte. Mais dans la réalité, c'est le côté économique qui l'emporte. Il faut qu'on fasse bien la part des choses. Si vous regardez le Bénin et le Niger comme exemple, les commerçants nigériens qui venaient récupérer leurs marchandises au niveau du port du Bénin, est-ce que c'est le pouvoir nigérien qui les a mis à organiser, qui a mis des fonds à leur disposition? Pas du tout. Quand ils venaient au Bénin pour prendre leurs marchandises, ils ne le faisaient ni pour Talon, ni pour qui que ce soit, mais c'est parce que quand on fait un calcul rationnel d'un point de vue économique, ce port est plus proche de Niamey, mais il est plus logique quand on veut vendre en tenant compte de la concurrence, de récupérer ces produits au niveau de Cotonou pour les faire rentrer au niveau de Niamey. Mais ces gens, quand ils le font, qui est au pouvoir, ça ne les intéresse pas. C'est des gens qui sont dans le business, quel que soit le pouvoir qui va être en place. Maintenant, malheureusement, ces pouvoirs qui n'ont presque pas d'action véritable sur cette pratique économique sont ceux qui prennent les décisions d'ouvrir et de fermer les frontières. Et quand on le fait, ce sont ces braves opérateurs économiques qui payent les pots cassés alors qu'ils n'ont pas payé les pots cassés. Et après eux, ce sont les populations qui payent les pots cassés, puisque un opérateur économique, il a la structure des prix de son produit qu'il met sur le marché. Si pour une raison de fermeture de frontières, de conflit ou de quoi que ce soit, la structure des prix augmente, mais immédiatement, vous allez voir la répercussion sur le prix des produits sur le marché. Justement, pour rappel, sur le plan économique, du côté du Niger, les frontières terrestres avec le Bénin sont restées fermées jusqu'alors. Oui, puisque le Niger continue à poser un problème de sécurité. C'est vrai que ce n'est plus posé de la même façon, puisque les bases françaises au Bénin, où on se prépare pour attaquer, on n'a jamais vu les bases jusqu'à présent. Il faut dire les choses comme elles sont. On en a parlé dans beaucoup de pays. On a promis de montrer où sont les bases. Personne n'a montré où sont ces bases jusqu'à présent. Des soldats français au Bénin, il y en a comme il y en a au Togo, comme il y en a au Sénégal. Est-ce que leur présence signifie obligatoirement qu'ils sont là pour aller dans le sens de déstabiliser le pays voisin? Je trouve que c'est un raccourci qu'il ne faut pas utiliser aussi rapidement si on n'a pas des éléments de preuve pouvant permettre de dire une telle chose. C'est pourquoi j'ai dit le côté politique, c'est une chose. La réalité économique, c'est autre chose. On a vu des commerçants nigériens se plaindre des tracasseries actuellement pour faire rentrer les marchandises au niveau du Niger. On a vu leurs camions attaqués également par les groupes armés terroristes qui, dans leur projet également de déstabilisation du Niger, essayent de toucher là où ça va faire le plus mal à travers ce côté économique. Mais cela, malheureusement, les conséquences, c'est les populations nigériennes, mais c'est aussi les populations béninoises, parce que le port n'appartient pas au président de la République. Quand le port du Bénin marche, les populations béninoises y trouvent leur compte. L'État béninois également y trouve son compte, puisque les marchandises ne passent pas par le port gratuitement pour traverser le Bénin et aller au Niger. Et quelle analyse faites-vous de cette nouvelle posture de Cotonou, alors que des observateurs parlent d'un retournement de veste vis-à-vis de la CEDEAO? Ce n'est pas un retournement de veste vis-à-vis de la CEDEAO, parce qu'il faut qu'on fasse la part des choses. La CEDEAO n'a pas encore pris une décision définitive pour dire que si ces pays quittaient la CEDEAO, voilà la posture que la CEDEAO va prendre. La CEDEAO a même pris la peine d'ajouter 6 mois pour pouvoir trouver une solution, parce que on a appartenu à une organisation communautaire. Même quand on veut sortir de cette organisation communautaire, quel que soit Alpha, il y aura des pourparlers sur les conditions dans lesquelles on va sortir. Bon, le fait de dire effet immédiat ne change absolument rien. Il n'y a eu aucun effet immédiat, puisque les populations se sont mis à continuer. Les transactions également ont continué. Maintenant, à partir du moment où la CEDEAO va vouloir constater et dire que c'est terminé, quelle sera la décision de la CEDEAO? C'est là où se pose la grosse question. Et je me dis que la CEDEAO ira certainement dans le sens de ce que le Bénin a eu à faire, en faisant la différence entre des dirigeants de ces 3 pays momentanément et des pays qui sont géographiquement collés les uns les autres et qui le resteront. Et qu'on le veuille ou pas, les populations continueront les relations qui existent entre elles. Donc pour moi, mettre au devant les égos
de la part de nos chefs d'État, de quelque bord que ce soit, au point de vouloir se créer des problèmes. Parce qu'il ne s'agit pas de créer des problèmes à l'un, c'est se créer des problèmes, parce qu'en créant des problèmes à l'un, tu te crées également des problèmes. Pour moi, ce n'est pas du réalisme, et pour moi, c'est véritablement un non-sens. Les pays, pour leur part, jugent irréversible leurs décisions. Là, c'est le Burkina Faso, le Mali et le Niger, alors que les médiateurs, que sont le Togo et le Sénégal, se donnent 6 mois pour négocier et aller vers... pour le dialogue. Est-ce que là, on va vers plutôt un divorce à l'amiable? On est déjà dans un divorce à l'amiable, puisque quand les 3 pays de l'AES disent que nous allons laisser les populations circuler, et c'est très stratégique, parce que si on bloque la circulation des personnes et des biens, qui souffrent le plus, il faudrait bien qu'on regarde les choses. Ce qui est clair, il y aura de la souffrance dans tous ces pays. Ça sera le cas entre le Sénégal et le Mali, ça sera le cas entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, ça sera le cas entre le Niger, pas seulement avec le Bénin, mais également avec le Nigeria. C'est pour dire simplement qu'il y a cette réalité économique qui est là. Nous avons des pays avec une certaine interdépendance et une certaine complémentarité. Des décisions politiques vont difficilement pouvoir persister dans la durée face à cette réalité économique qui est beaucoup plus importante que des décisions politiques et des discours politiques qui, pour moi, sont des discours circonstanciels, parce que quand vous regardez au niveau de la CEDEAO, les choses changent, y compris au niveau des chefs d'État. Mais au niveau de l'AES également, les choses vont changer. Donc, il ne faut pas lier les problèmes à des personnes. C'est un problème qui concerne des pays. Ces personnes passent, les pays restent. Ces personnes passent, les populations restent. Donc, il ne faut pas prendre ici des décisions qui tiennent en compte plus des personnes que d'autres réalités qui sont plus durables et où se trouve surtout l'intérêt des peuples, puisque tout le monde parle des peuples sans pour autant véritablement donner suffisamment la parole à ces peuples-là. C'est l'intérêt de ces peuples-là qu'il faut regarder. Les égos de ceux qui dirigent les peuples, ce n'est pas le plus important pour moi. Et sur le plan sécuritaire, quel